Nathalie Pernette, nous sommes très heureux, moi particulièrement, de t'avoir invitée dans le cadre de ce projet sur la médiation sensible dans l'espace muséal, dans les monuments, et sur le sujet particulier de l'intime à l'œuvre. J'aimerais d'abord que tu nous proposes ou présentes un petit peu ton parcours de danseuse et chorégraphe. Alors, je vais commencer assez tôt, voilà. Peut-être par évoquer pourquoi la danse déjà, pourquoi je l'ai choisie ou pourquoi je suis tombée dedans. Donc c'était un petit peu sur les conseils d'un médecin à mes parents, puisqu'il paraît que vers l'âge de 8-10 ans, j'étais plutôt très mutique, très réservée, très peu en lien avec les autres. Et donc il avait conseillé 2 médicaments qui étaient avoir une activité artistique physique et en même temps qui m'ouvre aux autres, et en même temps également le fait d'avoir un animal de compagnie. Alors je pense que les 2 médicaments n'ont pas eu forcément l'effet escompté, c'est-à-dire que ça ne m'a pas absolument ouvert aux autres, mais en tout cas ça m'a permis de découvrir le monde autrement et d'entretenir avec ce monde-là, y compris ses habitants, tout un ensemble de liens que dans la vraie vie, je dirais, on ne peut pas avoir de la même manière. C'est-à-dire, en gros, ce que la danse nous permet, c'est par l'absence des mots et du verbal, d'être en lien avec le regard, d'être en lien avec l'espace, d'être dans un autre espace-temps également, où le temps n'a plus la même valeur, et puis d'être dans une communication beaucoup plus tactile, avec tout un ensemble de verbes aussi à notre disposition qui nous permettent d'être en lien autrement, avec un cerveau, je dirais presque plus animal qu'humain. Et voilà, je pense que c'est avec cette approche-là, ou ce vécu-là en tout cas, que j'ai découvert le monde, que j'ai eu envie d'en parler aux autres, et puis d'en rendre compte un petit peu à ma manière, qui était une manière de danseuse et de chorégraphe. C'est-à-dire qu'est-ce que je vois de ce monde-là et qu'est-ce que j'ai envie de communiquer, donc de quelle manière j'ai envie de me faire comprendre aussi sur l'indicible, sur ce qui se passe sous la surface des choses. Voilà, donc ce besoin vital de danser s'est transformé en besoin vital de créer, avec des premières chorégraphies en solo à l'âge de 18 ans, et puis une carrière de chorégraphe jusqu'à aujourd'hui, qui m'a fait traverser, ou accumuler d'ailleurs, parce que je n'ai pas abandonné l'un pour l'autre, différents domaines et puis différents besoins, c'est-à-dire celui d'être en salle, parfois dans une petite boîte noire qui permet d'être vu exactement comme on a envie de l'être, ce besoin d'être à l'extérieur pour se confronter, se frotter à des environnements qui ne sont pas toujours d'ailleurs bienveillants, mais voilà, d'être dans le courant du monde, et puis aussi de transmettre, ou en tout cas de faire apprécier la danse par tous, c'est-à-dire les plus jeunes, les plus âgés, et par ceux qui ne la connaissent pas ou n'ont même pas envie de la découvrir. D'accord. Donc, pour revenir à notre sujet, ce qui est frappant dans ton travail, c'est que justement l'intimité est au cœur de... Tu as parlé du tactile, mais elle est à plusieurs titres au cœur de ton travail. Déjà l'intimité avec les autres arts, notamment les arts plastiques, l'intimité que tu veux transmettre en inventant des projets intimes dans l'espace public, qui mélangent justement cette part d'intimité dans des lieux, dans la rue, dans le projet du bal, etc. Je pense aussi à cette intimité avec tes processus de travail les plus prosaïques, cette lettre que tu envoies régulièrement à ton public où tu racontes, voilà, j'ai eu des rendez-vous avec telle institution, j'en ai marre, ça va pas, etc. C'est-à-dire une espèce de besoin d'être accompagné presque intimement, même épistolairement, voilà. Donc en fait, tous
tout ce rapport direct que tu travailles dans ta danse, qui parfois peut être très distancié, mais n'empêche qu'il y a toujours les ateliers de sensibilisation que tu fais par milliers, mais peut-être si ça doit se compter par milliers maintenant. Oui. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de cette notion d'intime et de ces multiples formes qu'elle prend dans ton travail, dans ton parcours. Alors je dirais que parce que la danse, évidemment, il y a la question du corps qui est omniprésent, et donc on est tout de suite dans des questions aussi de sensations, et pourquoi pas aussi même de sexualité, et de sensualité, et de ce fameux rapport aux autres. Il y a effectivement des enjeux que j'ai voulu mettre en évidence et sur scène ou sur le macadam, qui sont aussi des questions reposer aux spectateurs sur leur propre vécu ou leur manière d'être aux autres. Donc il y a effectivement dans les miniatures qui était un besoin de faire de très courtes pièces vues de très près dans un rapport qu'on n'a jamais en théâtre, c'est-à-dire d'être vraiment regardé à quelques 10 cm et de conserver une forme de présence forte mais en même temps accueillante. Alors comment on accueille le regard de l'autre, et puis de mettre en scène, dans les oignons en particulier, un déshabillage mutuel, 17 couches de vêtements enlevées de manière extrêmement lente ou très rapide, c'est-à-dire dans des vitesses absolument extraordinaires par rapport à la vie ordinaire, justement, et de créer une forme d'arrêt sur image qui permet de rentrer dans un autre espace-temps dont je parlais tout à l'heure. Et beaucoup de personnes qui se sont installées devant ce tableau vivant qui se déroulait devant leurs yeux, qui n'aboutit jamais à la nudité, mais presque, avec une petite pirouette finale, nous ont rapporté ensuite leur questionnement sur, oui, même la manière d'envisager leur relation de couple, ou l'érotisme. Donc finalement, c'est toujours une manière peut-être un peu distante, parfois même un peu humoristique, ou amusée, ou de poser un sujet qui nous concerne tous, mais que peut-être par la danse j'ai approché de plus près, ou en tout cas, ou parfois même de très près. Donc ça, ce sont des pièces que j'aime bien parce qu'elles parlent au quotidien des gens finalement, et de manière presque détournée. Voilà, il n'y a rien de très volontaire, il n'y a rien de souligné et de surligné, mais c'est l'effet même de ce lent déshabillage qui dure 20 minutes, qui berce tout le monde d'une certaine manière, en tout cas. Après, sur les balles, il y a eu aussi cette envie de partage, qui est vraiment celui de partager la danse au plus près de la réalité des danseurs et de chorégraphes, c'est-à-dire qu'on n'est pas des personnages sacrés, on est aussi des êtres qui pouvons s'amuser à danser, qui développons de l'énergie, et puis qui essayons de recréer aussi des conditions favorables d'une danse, d'une danse festive, finalement, quelque chose qu'on a complètement perdu, et qui permet à chacun, si on les met dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il faut être une forme aussi de magicien, amuseur, malgré tout, de se découvrir eux-mêmes, enfin de lâcher prise. Finalement, c'est une tentative de lâcher prise et de se dire à la fin de 3-4 heures de bal, je ne pensais pas que je pouvais faire ça, ou qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc, en fait, on enlève encore une fois des couches et des couches de résistance, de crainte, de peur du qu'en dira-t-on, du regard de l'autre, de c'est pas pour moi, enfin voilà, toutes ces armures, en fait, le but du jeu, c'est de les faire sauter et de ressortir avec peut-être aussi une autre vision, encore une fois, du rapport qu'on peut avoir ensemble, de ce moment de partage, de nos places les uns par rapport aux autres, et qu'il n'y a pas il n'y a pas ceux qui savent absolument et ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas le chorégraphe sur son piédestal et les autres. Il y a plutôt un espace de rencontre. Alors, certes, orchestré, mais en tout cas, qui permet toujours et encore de se redécouvrir. Et de se découvrir, en fait. Alors maintenant, si tu veux bien, parle-nous un peu de la genèse de ce spectacle.
la figure du gisant. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette figure du gisant? Alors la genèse était aussi encore une fois liée à l'enfance d'une certaine manière, c'est-à-dire que mes parents plasticiens qui nous ont entraînés enfants dans beaucoup de visites étaient fans d'art roman, toutes les églises romanes, les cryptes et les cimetières de fait ont été un peu les terrains de jeu de l'enfance. Et moi je me suis avouée récemment, mais j'avais de fait dans l'enfance un grand plaisir à déambuler dans les allées des cimetières et à me poser comme ça devant des tombes et à laisser, je dirais, venir ce que j'appellerais c'est des effluves, mais c'est une part des âmes, en fait. J'ai l'impression qu'il y a toujours une manière, un détail, une photo, un petit objet, une fleur fanée. Enfin, tout ça, en fait, me parle beaucoup. Et c'est comme si on avait des bribes d'existence qui nous traversaient, enfin, en tout cas, qui nous touchaient. Et avec quelque chose de très paisible. Bon, on peut dire que les cimetières sont tranquilles, mais en même temps, oui, ce sont des lieux de promenade pour certains. Et avec une envie, finalement, au bout d'un moment, je pense que de visite en visite, et jusqu'à aujourd'hui, de rendre compte de ces existences-là. Voilà. Et puis peut-être, alors pas très souterrainement, mais de parler aussi ou de questionner les gens sur leur rapport à la mort. C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est notre rapport à ceux qui partent, de quelle manière, hélas, les choses sont souvent évacuées avec la plus grande vitesse possible. Comment est-ce qu'on évoque le défunt? Quel rite aujourd'hui possible entre la religion d'un côté, un semblant de rite laïque de l'autre, enfin, et du coup on est devant une espèce de vide qui amène plus souvent les gens à se débarrasser, je dirais, de leurs défunts que d'apprécier aussi ce temps où on se quitte, quoi. Donc c'est ce spectacle, il cherchait ça, à faire revenir quelques âmes parmi nous, à redonner des bribes d'existence, à recréer du lien avec des êtres fantomatiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils viennent à nous, avec quelle bienveillance ou avec quel parfois mauvais esprit. Et puis, je dirais jusqu'à un départ définitif qui raconte aussi la fin du deuil, quoi. Donc, ce qui nous a, en tout cas, beaucoup touchés en tant que danseurs, et qui nous oblige à rester à la fin du spectacle pour faire comme une sorte de service après-vente, c'est comment justement cette petite traversée qu'on vit ensemble, pas à la même place, les touche, les bouleverse, et comment il faut parfois les accueillir dans ce qu'ils ont à nous raconter de leur propre vie, de leur propre perte, de leur propre deuil, et puis les larmes coulent, et puis donc c'est assez remuant, en fait. Et est-ce que tu penses que ton expérience t'amène à penser que les gens, les lieux dans lesquels vous dansez, donc il y a eu Cluny, il y a eu, enfin tu les diras après exactement, est-ce que ça induit une autre relation aux œuvres qui sont déjà dans l'endroit de la part des gens? Est-ce que tout d'un coup ils découvrent des choses La plupart du temps ils nous disent tous qu'ils redécouvrent les lieux. Alors les lieux, s'ils sont vides, vide ou sans présence, en tout cas de gisants, de statuaires ou autres, ou bien les œuvres elles-mêmes, puisque je dirais la mise en relation de la danse avec les œuvres, tout à coup les éclaire autrement. Voilà. Et puis du coup, éclaire leur relation aussi, autrement. Donc on a eu des cas de figure très, très divers, des lieux abandonnés. Alors, étonnamment, un musée des Beaux-Arts, vide de ses œuvres. Des Beaux-Arts d'où? De Besançon. Besançon, oui. Qui devait entrer dans une phase de rénovation.
toutes les œuvres ont été enlevées et nous on a dansé la figure du gisant à ce moment-là. C'est-à-dire dans un endroit où la mémoire en fait, des spectateurs pouvait encore jouer. Ah, qu'est-ce qu'il y avait ici? Pourquoi? Mais il y avait la trace des socles. On n'avait absolument fait aucun ménage pour que toutes les poussières soient encore présentes. Et donc là on restituait, oui je dirais, une part de mémoire des lieux. À Cluny, il y a une réelle absence de statues. Par contre, il y a évidemment un lieu qui transpire d'une histoire encore présente par fragments. Il y a peu de choses en fait qui nous restent de l'époque romane, mais malgré tout, la présence des moines et de leur rapport particulier à la mort, enfin tout ça est très 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 présent. Et puis on a tenté comme ça des formes d'accord et de désaccord avec l'architecture, avec les espaces qui ont fait que ça a un petit peu bouleversé la perception que les habitués en avaient en particulier, quoi. Ou alors en tout cas ça les éclaire encore une fois autrement. Et puis de mettre aussi parfois dans certains lieux, alors ça c'est mon père plasticien qui avait pensé les choses, des éléments de nature, des éléments comme des bizarreries. Qui pareil aussi questionnent sur le fait que mais c'était là, c'était pas là, des successions de troncs d'arbres, des branchages, des choses comme ça qui viennent encore une fois un petit peu perturber la lecture habituelle du lieu. Voilà. À la basilique de Saint-Denis, c'était tout à fait différent parce que là on était dans ma source d'inspiration, c'est-à-dire tous ces 70 gisants voilà, de l'histoire de France que j'avais de fait étudié pour pouvoir entrer dans ma danse. Mais c'est pas là que tu as créé le spectacle? Non, c'est pas là que je l'ai créé. À la limite, je n'y pensais même pas. Comme si finalement on avait presque besoin d'espace vide pour recréer, pour faire surgir les fantômes des murs et qu'il n'y ait pas d'histoire trop présente autour de nous. Et à l'invitation donc du Centre des Monuments Nationaux, on est venu danser le spectacle à la basilique avec de fait tout ce qui m'avait inspiré entre gisants de la première époque, extrêmement rigide, avec tout un travail de main qui nous a beaucoup servi, jusqu'aux transis qui sont bien plus proches de la raideur cadavérique et des tourments de la mort et de la réalité de la mort en fait, jusqu'aux petits asticots qui sortent. Et tout ça avait quand même motivé ma danse, enfin, la danse du réveil jusqu'à l'incarnation de biographies imaginaires qui ont aussi trouvé toute leur place dans les différents espaces de la basilique, quoi. Et alors, moi je l'ai vu au parc Montsouris, il y avait plein de passages qui étaient, avec les amateurs, je pense, qui étaient très humoristiques en fait. Ils nous faisaient peur, mais ils jouaient à nous faire peur. Voilà. Ça, c'était vraiment la part d'enfance. Ça, tu l'as pas remis à la basilique? Non, parce que, en fait, selon les lieux, effectivement, il y a une forme d'élasticité et de l'œuvre, quoi. Et puis je fais des transpositions, j'enlève des parties, parfois j'en invente de nouvelles, parce qu'il y a vraiment des moments, des lieux, des endroits très forts et qu'on ne peut pas les rater. Et Montsouris, qui est quand même cet espace de nature, mais construit sur 3 ou 4 millions d'ossements, permettait une déambulation beaucoup plus longue, et donc des petites surprises qui effectivement étaient assez proches du train fantôme, d'une certaine manière, quoi. À la basilique, je pense qu'on a eu... on a cherché une distance. Alors, je ne dirais pas qu'on était plus froid ou plus distancié, mais en tout cas, si l'humour était présent, on l'a un petit peu contenu. En tout cas, la première fois que nous avons dansé. La deuxième fois, je pense qu'on était déjà plus habitués, on était un peu comme chez nous, un an après, et puis on a pris plus de liberté. Et est-ce que tu as l'impression, comment tu travailles? Tu regardes longtemps les sculptures, tu t'imprègnes, et est-ce que tu penses que cette imprégnation est plus à même de faire passer des choses au public? Qu'est-ce que... Voilà, comment ça... Alors, je regarde, je touche, même si je n'ai pas le droit. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup aussi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans la statuaire, c'est le côté lisse, froid,
plein, dense. Et en gros, c'est comment est-ce que la danse peut s'emparer de ça alors que c'est un art du mouvement. Donc une presque immobilité. D'ailleurs, en fait, la figure du gisant fait partie d'un triptyque qui s'appelle une presque immobilité, et qui travaille différentes formes de statuaire. Le gisant étant la première. Et je rêve, en fait. Je médite devant telle ou telle statue, en essayant de voir ce qu'elle me raconte. Et en termes de... Là, en l'occurrence, c'était comment rendre cette espèce de densité froide de la pierre au début du spectacle, comment redonner un premier souffle, comment s'accorder, enfin comment attraper et s'accorder avec la notion de pli du vêtement, de suaire, donc ça fait partie tout à coup des éléments qu'il nous faut travailler physiquement, puisque tout à coup se retrouver dans des grandes robes bien lourdes et le visage entortillé d'un suaire, c'est quelque chose il faut l'accepter, il faut l'adopter complètement. Alors que on n'est pas dans nos joggings habituels ou dans nos tenues habituelles, donc ça participe aussi de notre inspiration. En fait, tout ce qu'on ressort de ces statuaires-là et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que tu dirais que, en fait, il y a un véritable travail d'intimisation qui expliquerait pourquoi une médiation artistique peut être sensible et artistique, peut donner des effets sur un public qu'elle ne donnerait pas si juste les personnes faisaient un spectacle comme ça dans un lieu juste pour le décor. Je pense que prendre appui sur l'œuvre et être vraiment dans un dialogue avec elle, ça n'a rien à voir avec le fait de placer une danse, placer n'importe quel spectacle qui n'aurait pas été conçu pour ce type de lieu. C'est comme des familles de lieux aussi, en ce qui concerne le gisant. Je pense qu'il y aurait pas aucune raison, enfin il peut y avoir aucune résonance, et c'est juste un cadre différent, éventuellement un peu exotique, une sortie exceptionnelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en tant que spectateur, au théâtre ou ailleurs, quoi. C'est hélas des choses qui se produisent en espace public, où je pense que justement, si on ne prend pas en considération les espaces, on ne les choisit pas sciemment en fonction d'un certain spectacle qu'on a en vue, on passe à côté de tout le monde. On passe à côté des spectateurs, potentiellement. Bon, c'est comme une animation quelque part. Et on passe à côté du lieu, et de son activité, son énergie, ses transpirations, et tout ça, quel que soit le lieu. Ça peut être un hall de gare ou... Est-ce que ces rencontres avec des œuvres, celles-là ou d'autres, a transformé ta danse, ton esthétique, ou a apporté des choses que tu n'aurais jamais pensé faire? Oui, alors c'est vrai que la figure du gisant était une tentative sur l'immobilité. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je n'y suis pas encore arrivée. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut arriver à danser en faisant le moins possible? C'est un vrai... c'est un vrai sujet, c'est un véritable objectif. Peut-être que j'y arriverai dans 5 ans, le temps d'abandonner. Pareil, d'abandonner le plus possible de choses pour avoir un mouvement qui est presque plus intérieur que très visible. Donc ça, je pense que ce qui m'a fasciné dans la pierre, c'était ça, au départ, dans ces statues-là. Elle change aussi les perceptions des volumes de ce que l'on crée. C'est-à-dire le fait de travailler beaucoup en musée ou en espace public fait qu'on est un objet vu à 360 degrés. Et que de fait, on conçoit aussi et nos matériaux chorégraphiques, et je pense tout, le son, comme étant quelque chose qui est un bain, plus que un écran, qui serait la frontalité du théâtre. Et ça nous inscrit aussi beaucoup plus dans la vie, avec parfois aussi des premiers plans, des perspectives incroyables, avec du public qui passe derrière, qui n'est pas convoqué. Voilà. Donc cette inscription-là, elle est riche. Elle n'existe pas ailleurs. D'accord.
Est-ce que le fait d'être plasticienne, d'une famille de plasticiennes, mais aussi plasticienne, parce que moi j'ai des très beaux dessins de toi par exemple, tu sais, voilà, tu as peut-être pas le temps parce que voilà, mais en tout cas, est-ce que ça modifie ta relation et à la danse et aux œuvres? Enfin, est-ce que tu penses que tu les vois différemment? Que ça influence ta danse aussi? Enfin, je pense que ça l'a influencé dès le début parce que je pense que je suis vraiment une chorégraphe de la matière. En fait, ce qui me motive toujours dans la danse, c'est pas tant il y a évidemment la question peut-être des sujets ou des thématiques ou de ce qu'on a envie de raconter entre guillemets, mais ce qui me passionne toujours autant, c'est de trouver de nouveaux matériaux chorégraphiques. C'est qu'est-ce que je peux faire avec ce corps-là qui sort de mon corps habituel. Et donc il y a une recherche permanente comme je dirais un peintre avec la couleur qui n'en finit jamais de trouver de nouveaux mélanges ou de travailler sur l'épaisseur ou de la griffer. Voilà. Donc il y a eu je pense, cet intérêt-là premier. Et puis après, je pense que mon expérience de plasticienne a aussi permis de mettre le corps en lien et vraiment dans des bains différents. La terre, la boue, l'eau... la mousse de savon, enfin il y a eu comme ça ce rapport du corps à la matière. Donc je pense que la pierre finalement fait partie aussi de cette épopée qui permet d'avoir des sensations nouvelles, de pouvoir aussi s'abstraire de cette matière-là pour redonner le mouvement mais sans les contraintes du milieu. Hein. Et puis donc c'est le deuxième endroit. Puis après, il y a aussi un troisième endroit qui est important, c'est que toute mon enfance, moi j'ai eu accès à des livres d'art en permanence, qui finalement étaient mes livres, comme on peut regarder Caroline, enfin on peut lire Martine à l'école. Moi c'était des monographies d'Ingres, donc j'ai fait toute mon éducation, y compris je dirais mon éducation sensuelle ou sexuelle, avec ces bouquins dont on avait un accès absolument libre. Et qui ont travaillé mon regard aussi par rapport effectivement à ces notions de corps, d'énergie, d'espace, et qui continuaient de forger une certaine esthétique et un certain regard sur l'image scénographique aussi. Voilà. Et donc je pense que mes choix aussi de lieux, d'angle, la place du public, tout ça naît de cette expérience-là. Je voulais aussi, avec toi, voir s'il n'y a pas dans ton parcours une forme d'héritage. C'est-à-dire, je pense à... Bon, déjà, tes parents étaient plasticiens, mais ils ne sont pas que ça. C'est-à-dire, je me souviens quand ils faisaient tous les ans un travail de scène avec leurs élèves. Ton père était prof d'art plastique. Et il le faisait avec beaucoup d'énergie. Et c'était vraiment l'introduction dans cette ville de Montceau-les-Mines, très ouvrière, la mine, etc. Très musicale néanmoins. De tout ce qu'il y avait de plus contemporain, c'est-à-dire que je me souviens, ils allaient à Lyon chercher les musiques les plus... Penderecki, Stockhausen, Et on avait tous les ans un spectacle de création, mais phénoménal, qui leur demandait un travail incroyable, qui était à la fois de la performance, de la danse contemporaine, de l'art plastique vivant, je ne sais pas, voilà, tout ça. Et qui... je me dis, voilà, il faisait vraiment ça, il n'y avait pas de communication, c'était vraiment le désir de transmission. Et moi, je vois dans ton parcours qu'il y a beaucoup ça, c'est-à-dire depuis presque tu es dans la danse, c'est presque frénétique cette façon de... moi, je reçois tes programmes, c'est tout le temps, tu es en partage. Pour quelqu'un qui est très fermé aux autres, et boutique, c'est pas mal. Donc, je me dis, est-ce que ça vient pas de cette espèce de besoin vital de l'art, sans autre finalité, ni de carrière, ni de tout ça, de respirer l'art du matin au soir, finalement? Qu'est-ce que tu... C'est vrai que le parcours ou la proposition que mes parents ont créé, ça m'a quand même marqué. Moi, j'en ai fait partie en tant qu'élève. Moi, j'ai commencé, je dirais, la danse contemporaine avec eux à 12 ans, où j'ai inventé mon premier mouvement. Et c'était tellement une révélation qu'on puisse inventer ces mouvements que je me suis dit,
ce sera ça et pas la danse classique et pas autre chose. Et donc il y a eu la frénésie de la création. Après, il y a eu aussi l'idée partagée. Enfin, mon père un jour m'a dit un truc, l'art devrait être gratuit. Enfin, pour lui, il y avait quelque chose, ça devait se passer de toute considération financière et être une espèce de continuum. En fait, on vit avec ça, effectivement, du matin au soir. On est dans la générosité aussi, on est dans la curiosité. Voilà. Et j'ai l'impression d'avoir un peu hérité de ce virus qui fait que j'ai l'impression d'être dans une grande curiosité, c'est-à-dire tout m'intéresse, tout se transforme du coup aussi, et puis dans un envie de partage qui est aussi très fort, quoi. Et qui fait qu'effectivement, je passe peut-être un peu trop de temps maintenant aussi, et ça, c'est assez fatigant dans la transmission, dans le stage, dans cette... oui, dans des moments de partage qui demandent quand même beaucoup d'énergie, et en même temps on en reçoit beaucoup. Voilà, donc c'est toujours un peu... c'est un jeu de nourriture, et qui peut être aussi complètement désintéressé. C'est-à-dire je retrouve régulièrement le plaisir de faire sans être jamais payé. Voilà. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et c'est une vraie liberté. Voilà, c'est une vraie liberté. Ouais. Après, voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ton parcours, parce que c'est vrai que c'est un peu comme dans l'écriture de théâtre contemporaine. La danse contemporaine a une aura un peu, voilà, c'est pour certaines personnes, etc. Et je trouve que voilà, des gens comme toi permettent qu'on soit vraiment dans un... et tu le fais avec beaucoup d'énergie et de... Alors il paraît qu'on dit de moi que c'est généreux. Voilà, après, oui, c'est très généreux. C'est-à-dire que c'est très généreux, et en même temps c'est une grande qualité, tu ne comptes pas. Et moi je trouve que c'est très important, parce que ce rapport intime à l'art est provoqué par ces rencontres avec des artistes qui se mettent dans l'intime de la vie des gens, leur scolarité, etc. Et je pense que c'est vraiment un travail qu'il faut mettre en valeur si on veut que tout le monde puisse avoir envie de ressentir des choses, même devant des vieilles pierres il y a des milliers d'années, etc. Que nous, artistes contemporains, on a aussi cet appétit, voilà. En tout cas facilité, ou en tout cas habitude, j'en sais rien, enfin en tout cas on est perméable. Ben voilà. Nathalie, je pense que... Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus sur cette notion d'intimité, ou sur ton travail, ou sur une chose qui te paraît importante, sur ce passage du sensible qui est si importante pour les artistes d'aujourd'hui? Oui, donc je voudrais juste évoquer peut-être une ultime expérience qui est née aussi de la figure du gisant et de tout ce remue-ménage autour de la mort, qui s'appelle donc Regrets éternels, et qui est né aussi de l'envie, presque à un moment donné, de changer de métier, passer de l'état de chorégraphe à celui de croque-mort. Donc je m'étais un petit peu intéressée aux études, par où il fallait passer, pour inventer finalement de nouveaux rituels qui n'existent pas encore, et qui feraient appel aussi à des fibres plus artistiques, ou en tout cas des choses insaisissables, voilà. Et de peut-être associer dans une évocation d'un défunt la danse, la musique, l'image projetée, pour en restituer quelque chose d'évanescent, mais en même temps qui parle profondément et intimement de la personne, en tout cas de notre manière. Voilà. Bon, j'ai abandonné pour l'instant ce projet, mais peut-être j'y reviendrai, en me disant que c'est peut-être là la place de la danse, à des endroits de la vie quotidienne. Et ça s'est transformé dans un projet qui était un projet finalement de performance qu'on réinvente à chaque fois, où on se dit, en accord avec un théâtre ou une association, on aimerait faire le portrait d'un groupe. Ça peut être un groupe ou d'une personne. Donc la première expérience, qui est peut-être la plus significative, c'était à Mayenne, en Mayenne, un groupe de retraités paysans qui avaient une vision de leur vie complètement négative,
qui n'ont absolument pas voulu être le sujet de notre pièce, parce qu'on voulait faire le portrait d'un certain nombre de personnes volontaires, et toujours vivants. Voilà, des regrets éternels, mais toujours vivants. Ils voulaient absolument nous fourguer le maire de la ville, enfin des personnes qui mettaient au sommet en fait, de la pyramide. Et on a vraiment insisté. On a creusé de rendez-vous en rendez-vous pour essayer de voir un peu à la manière d'un questionnaire de Proust, mais c'est quoi votre fleur préférée, votre plat, votre chanson. Puis on finit par rentrer déjà dans le dialogue, ça les a amusés, ils nous ramenaient des photos de leur enfance, et puis voilà, tout ça a donné lieu finalement à un spectacle assez bref, mais qui était une espèce de compression d'hommage de ces 8 personnes qui, au même titre que les autres spectateurs, sont venus voir une restitution, alors qui restait très fragmentaire, mais qui en même temps les a vraiment touchés, mais a touché tout le monde. C'est ça qui était étonnant, c'est-à-dire même des gens qui ne les connaissaient pas forcément, mais c'était comme, comme retracer des existences mêlées et avec des morceaux d'anecdotes, de l'humour, un peu de poésie. Voilà. Et c'est notre intérêt profond combiné à leur intimité à eux qui, je pense, a donné lieu à cet objet bizarroïde. Mais... Et tu sais qu'avec cette histoire des biographies des mourants, tu renoues avec toute une partie du théâtre traditionnel. Par exemple, les cérémonies taoïstes qui ont donné naissance au théâtre traditionnel chinois sont les taoïstes qui faisaient des cérémonies où ils jouaient pas seulement la vie du mort, mais aussi son passage dans l'au-delà, avec les moines acrobates qui recevaient, etc. Et en fait, c'est des cérémonies très dansées, très chantées, très jouées, c'est cette idée, voilà. C'est exactement cette idée. Et je suppose que dans plein d'autres cultures, il y a des cérémonies. Il y a des cérémonies qui sont théâtralisées, dansées, voilà, mais qui sont. C'est peut-être effectivement le lieu. Oui. Le lieu de tous les intimes en plus se découvrent parce que quand quelqu'un est mort, on arrête un petit peu avec le social. Exact. Et les. et le lien, mais voilà. Mais c'est vrai que il y avait certaines personnes, comme le curé, quand il était très proche des familles, qui retraçaient des existences comme ça, mais il y avait aussi une telle vocation à parler de la religion, ou de certaines religions, qu'on a... Voilà, cette part-là est de plus en plus, peut-être un peu courte, quoi, par rapport à tout le reste de la cérémonie. Et même s'il faut que le rituel soit organisé pour se dire au revoir, il y a quand même de la place, je trouve, pour tout le monde. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci Nathalie, et puis... Merci. Puis on se reverra pour ton nouveau métier. Oui, oui. Merci. Voilà.